Bonjour, je vais maintenant vous donner la première partie du cours de planification thermique du cours de la semaine du 1er novembre. Soit dit en passant, c'est le cours du 3 novembre. Première partie, nous allons changer un peu de sujet par rapport à ce qu'on avait abordé à la dernière capsule. Et dans le but aussi de nous préparer pour la dernière activité de laboratoire qui concerne le durcissement par traitement thermique des alliages d'aluminium. Nous avons travaillé déjà avec l'aluminium dans le cadre du troisième laboratoire pour mettre en évidence la capacité du métal à se déformer plastiquement après une opération de mise en forme et l'effet d'un traitement thermique bien spécifique, en l'occurrence le recuit de recristallisation, qui vise à redonner de la ductilité aux métaux après une déformation plastique à froid. Et tout ça dans le but de poursuivre les opérations de déformation plastique. La dernière et quatrième activité de laboratoire, nous allons encore une fois utiliser l'aluminium. Cette fois-ci, pas pour le ramollir à travers un traitement thermique, ce que visait le recuit de recristallisation, mais cette fois-ci à faire l'inverse, c'est-à-dire durcir un alliage d'aluminium par traitement thermique, ce qu'on est capable de faire, bien entendu, comme je vous l'avais montré dès le début de la session avec les aciers. Donc, cette petite capsule va être entièrement consacrée au durcissement par traitement thermique de l'aluminium. Donc, ce qu'il faut savoir au départ, parce que vous êtes au courant déjà de la manière dont les aciers vont se durcir par traitement thermique. On avait abordé ce sujet-là très tôt dans la session. On fait apparaître une structure qui s'appelle la martensite dans les aciers. Cette fois-ci, avec les aluminiums, c'est différent. Le mode de durcissement par traitement thermique de l'aluminium n'est pas identique à celui des aciers. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir, qu'il faut se rendre compte. Alors que les aciers durcissent à la trempe par l'apparition d'une structure qu'on connaît maintenant, qui s'appelle la martensite, qui est une structure qui ressemble au cubique centré, mais dans lequel le carbone est inséré dans les sites en état de sursaturation. Donc, ça crée une matrice extrêmement dure qu'on fait apparaître après une mise en solution à haute température suivie d'une trempe suffisamment rapide. L'aluminium se durcit par traitement thermique à travers un processus de précipitation de composés intermétalliques à partir des éléments d'alliage présents. Donc, ce n'est pas une martensite qui va apparaître. Le durcissement va plutôt être réalisé par des molécules, ce qu'on appelle des composés intermétalliques. Donc, en métallurgie, lorsque le durcissement est provoqué par des composés intermétalliques ou des rassemblements d'atomes qui tendent vers la formation de précipités, ça s'appelle le durcissement structural. Donc, commençons par dire au sujet du durcissement structural que c'est un traitement dans le cadre des alliages d'aluminium qui s'applique pour certaines familles d'alliages seulement. Vous avez vu dans votre cours de l'an passé en métallurgie qu'il existait différents alliages d'aluminium et il y en a certains, il y en a à peu près environ 7 et puis il y en a 3 là-dedans qui sont des alliages qui sont destinés à être durcis par traitement thermique. Donc, ce sont des alliages traitables thermiquement, qui vont donc se durcir suite à un traitement thermique, ce que ne sont pas tous capables de faire tous les alliages d'aluminium. Les alliages de la série 2000, qui sont des alliages d'aluminium-cuivre, 6000, qui sont des alliages d'aluminium, magnésium, silicium, et 7000, qui sont des alliages d'aluminium-zinc, eux, sont capables de se durcir par traitement thermique.
Les traitements thermiques sur l'aluminium, ben, c'est un peu comme le traitement thermique des aciers. C'est souvent la dernière ou l'avant-dernière opération. C'est réalisé sur les produits finis. Euh, donc, c'est souvent la dernière étape du procédé de fabrication d'une pièce métallurgique. Et bien entendu, comme on le sait déjà, le durcissement structural vise à augmenter de manière assez importante par rapport à l'état original de la pièce, que ce soit à l'état coulé, à l'état écroui ou même à l'état recuit. Ça vise à augmenter les propriétés mécaniques. Donc la limite élastique, la résistance ultime en traction et la dureté sont toutes augmentées et accompagnées d'une diminution de la ductilité, d'un certain, donc un abaissement de l'allongement. Il y a trois étapes dans le traitement thermique du durcissement structural. La première consiste en un chauffage. On appelle ça le traitement de mise en solution. Il s'apparente à celui qu'on effectue de toute manière pour les aciers. Donc, chez les aciers, on vise surtout à dissoudre le carbone dans l'austénite, rappelez-vous. Ici, on fait à peu près la même chose, mais bien entendu, c'est pas l'élément, c'est pas le carbone. Il n'y a pas de carbone en tant qu'élément d'alliage dans les alliages aluminium. Donc, ce sont des éléments d'alliage qu'on va dissoudre. On va pratiquer ce qu'on appelle une mise en solution dans la matrice métallique en chauffant l'alliage à une température donnée. Ensuite, comme on le fait pour les aciers, après un certain temps de mise en solution au four, on retire rapidement la pièce du four et on procède à un refroidissement rapide, donc en l'occurrence une trempe, en immergeant la pièce dans un milieu de trempe. Chez l'aluminium, c'est à toute fin pratique toujours l'eau qui est utilisée. On a vu que chez l'acier, tout dépendant de la trempabilité de l'acier, donc de la présence d'éléments d'alliage, il y a des aciers qui requièrent des refroidissements moins rapides que d'autres pour réussir à tremper. Donc, on va tremper ces aciers-là dans l'huile. Il y a même des aciers qui trempent à l'air. Tandis qu'avec l'aluminium, la plupart du temps, on va refroidir, on va procéder à la trempe dans l'eau. Et puis, troisième étape, ben, un peu comme les aciers, où pour aller chercher des meilleures résistances au choc, chez les aciers, on a vu que il y a le revenu qui suit la trempe, qui vise d'une part à défaire, à enlever les contraintes résiduelles, à redonner une résistance au choc qui a été perdue lors de la trempe pour l'acier. Ici, on va aussi retourner la pièce au four, mais dans un objectif complètement différent du revenu chez l'acier. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas le mot revenu pour l'aluminium. On utilise plutôt le mot vieillissement parce que ce n'est pas du tout le même phénomène qui a lieu lors de la remise au four de la pièce. Donc, chez un acier, chez un acier, la dureté maximum, elle est atteinte à la trempe. Tandis que c'est complètement l'inverse avec l'aluminium. L'aluminium, après la trempe, est à son plus mou. Donc, il est à son moins résistant. Et c'est lors du vieillissement que l'aluminium va acquérir une résistance mécanique. Donc, la résistance va augmenter lors du vieillissement. Tandis que chez l'acier, on a vu que la plupart du temps, on a vu qu'il y avait des exceptions, certains aciers fortement alliés, la dureté va augmenter un petit peu lors du revenu, mais de manière très générale, chez les aciers, le revenu s'accompagne d'une baisse de la résistance, d'une baisse de la dureté, parce que le but du revenu, c'est d'aller redonner de la résistance au choc. Tandis qu'avec l'aluminium, c'est pas ça du tout. L'aluminium ne devient pas fragile lors de la trempe. Au contraire, il est à son plus ductile et le vieillissement vise à aller augmenter de manière importante la résistance. Vous avez ici le cycle thermique d'un traitement de durcissement structural, comme par exemple pratiqué chez certains alliages d'aluminium. Donc, ça consiste en un chauffage à une température donnée qui va dépendre de la série, qui va dépendre de l'alliage. Vous êtes en mesure de voir des grains sur trois images ici. Donc, par exemple, si l'aluminium a été écroui, on voit les grains déformés. Il faut dire en passant que l'aluminium n'a pas besoin d'être écroui avant un durcissement structural, comme ça l'est pour le recuit de recristallisation. Et tout de même, c'était pour montrer en même temps que lorsqu'on fait un durcissement structural, si les grains ont été déformés,
ben, il y a une recristallisation qui s'opère aussi, mais surtout une mise en solution, c'est-à-dire les éléments d'alliage qui vont se dissoudre dans la matrice. Et après un certain temps, qui dépend encore une fois, comme ça l'est pour l'acier, de la massivité de la pièce traitée. Donc, ça peut être, c'est minimum 20 minutes, donc c'est à peu près le même temps que pour les aciers, la durée de mise en solution. Mais au bout d'un certain temps, tous les éléments d'alliage sont dissous dans la matrice. Donc, généralement, là, il faudrait peut-être retourner à vos notions du cours de l'an passé, mais si, mettons, on considère un alliage aluminium-cuivre de la série 2000, ben, les atomes de cuivre vont s'empiler avec les atomes d'aluminium pour former la structure cubique à face centrée. La taille des atomes de cuivre et la taille des atomes d'aluminium sont différentes, mais l'atome de cuivre n'est pas assez petit par rapport à l'atome d'aluminium pour s'insérer dans les interstices. Donc, la mise en solution va être par substitution. Les atomes de cuivre, des atomes de cuivre vont remplacer à certains endroits des atomes d'aluminium pour participer à l'empilement cubique à face centrée. Et ensuite, la trempe pour maintenir un refroidissement rapide, pour maintenir les atomes d'éléments d'alliage en place dans la matrice. Donc, on ne veut pas, finalement, on ne veut pas retrouver l'état d'équilibre. L'état d'équilibre voudrait que certains éléments d'alliage puissent former des précipités avec d'autres éléments d'alliage ou avec les atomes de la matrice pour former des précipités qui entraîneraient des résistances faibles de l'alliage. Donc, on ne veut pas ça. Donc, on veut la trempe, on veut maintenir en solution les éléments d'alliage qu'on a mis en solution à haute température. Donc, et ensuite, on retourne la pièce au four, mais pour des températures généralement inférieures à 200 degrés C. Ça va être généralement entre 100 et 175 degrés C, les températures de vieillissement. Et pendant le vieillissement, il y a un phénomène que je vais décrire tout à l'heure qui va entraîner une hausse importante de la résistance mécanique pour une certaine durée de maintien en température. Voilà, ça c'est les trois étapes du traitement du durcissement structural: chauffage, trempe, vieillissement. Mise en solution, trempe, vieillissement. Pour expliquer un peu mieux ce qui se passe lors de la mise en solution, prenons comme exemple l'alliage aluminium-cuivre avec 4% de cuivre dans l'alliage. Vous avez ici le diagramme d'équilibre aluminium-cuivre dans la partie relative aux aluminiums. Donc, les chiffres que vous voyez en axe horizontal, c'est les pourcentages massiques en cuivre. Vous avez la température en axe vertical. Donc, vous avez une partie du diagramme d'équilibre aluminium-cuivre, celle qui concerne les traitements thermiques de l'aluminium de la série 2000, soit c'est en passant, parce que c'est le cuivre qui est le principal élément d'alliage de la grande famille des alliages d'aluminium de la série 2000. Ben, je, je vous rappelle que euh, vous avez le symbole alpha ici. Ça, c'est la lettre grecque alpha. La lettre grecque alpha, elle symbolise le réseau cubique à face centrée d'aluminium contenant du cuivre en solution, donc des atomes de cuivre qui s'empilent avec les atomes d'aluminium pour former la même structure cristalline cubique à face centrée. Et puis, vous avez tout à fait en haut la phase liquide. Donc, quand on chauffe en haut du liquidus, qui est la ligne la plus haute, la frontière la plus haute, ça c'est le liquidus. Et quand on chauffe en au-dessus de ça, on porte le métal à l'état liquide, ce qu'on ne veut pas faire dans les traitements thermiques, bien entendu. Vous avez la zone intermédiaire ici, alpha plus liquide, donc du solide, cubique face centrée qui accompagne du liquide, à un certain pourcentage dépendamment de la composition et de la température. Vous avez ensuite, comme dernière portion du diagramme, deux phases solides en équilibre qui coexistent dans le métal. En l'occurrence, vous avez présence du réseau cristallin cubique à face centrée contenant une certaine quantité de cuivre qui participe à faire le réseau cubique à face centrée. Donc, c'est ce que veut dire la lettre grecque alpha.
et qui est accompagné par une deuxième phase solide. Cette fois-ci, ce n'est pas un réseau métallique, c'est une molécule à 3 atomes, 2 atomes d'aluminium liés chimiquement avec un atome de cuivre, des liens covalents ioniques, pour former ce qu'on appelle un composé intermétallique. Donc, c'est une molécule très, très dure. Donc, et c'est là-dessus, c'est sur la tendance à la formation de ce précipité-là qu'on va s'assurer d'un gain en résistance mécanique chez l'alliage aluminium. Mais pour avoir une résistance mécanique optimale, il faut passer par la mise en solution complète de l'élément d'alliage, en l'occurrence le cuivre, que je prends comme exemple ici. Donc, la première étape, le chauffage, la mise en solution, il faut chauffer dans l'intervalle que vous voyez ici, correspondant aux températures TS et TL. Donc, pour un alliage contenant 4 % de cuivre, il faut que la température soit inclue entre le solvus, donc à la température TS, cette température-là doit être dépassée au chauffage, mais ne doit pas dépasser la température TL. Parce que ce qui arriverait ici, c'est qu'on commencerait à faire apparaître du liquide, ce qu'on ne veut absolument pas lors d'un traitement thermique. Donc, il faut chauffer entre TS et TL. Et même que on ne s'approchera pas trop de la température TL, on va chauffer à peu près à mi-chemin entre les températures TS et TL lors de la mise en solution pour être vraiment certain que nulle part dans le métal, en l'occurrence les joints de grains, qui sont plus riches généralement en atomes d'éléments d'alliage, qu'on n'atteigne pas le liquidus. Ben, le solidus, autrement dit, là où débute la phase liquide. Il ne faut jamais, jamais qu'il y ait du liquide dans le métal lors d'un traitement thermique. Donc, voyez que pour cet alliage-là, 4 % de cuivre, une température autour de 500 degrés C de chauffage serait requise pour faire la mise en solution pendant un certain temps. Au bout d'un certain temps, étant donné qu'on est, comme vous l'avez remarqué, là, on est le point 4%, 500 degrés C, on est bien entendu dans la zone monophasée alpha. Il n'y a pas de composés intermétalliques, c'est ce qu'on veut lorsque on fait une mise en solution. Les composés intermétalliques qui étaient présents dans le métal, si mettons c'était un alliage coulé ou recuit, il y a nécessairement au départ présence de composés Al2Cu et lorsqu'on chauffe à 500 degrés C pour cet alliage-là, on défait au bout d'un certain temps, il n'existe plus de composés intermétalliques puisque le diagramme d'équilibre nous dit qu'on est seulement en présence de phase alpha. Donc tout le cuivre est dissous et les atomes de cuivre vont donc tous au complet participer au réseau cristallin cubique à face centrée. Donc, c'est ce qu'on veut au départ. Donc, la température de ce traitement, la mise en solution, est très précise. Donc, comme je l'ai dit, entre TS et TL. Il faut en particulier éviter d'atteindre la température de brûlure, qui est la température pour laquelle on va voir commencer à voir apparaître du liquide. C'est surtout aux joints de grains que ça risque d'apparaître comme phénomène. Donc, on risque de faire fondre les joints de grains si on est un peu trop chaud. La régénération de l'alliage par traitement thermique est alors impossible. Donc, si, mettons, les grains fusionnent, ben, le métal et les grains vont se déconfondre beaucoup. Il va y avoir un phénomène de recristallisation accompagné de liquide et on va se retrouver avec des très, très gros grains. Et là, le métal va être brûlé. Donc, pour éviter la brûlure due à la ségrégation mineure, la ségrégation mineure, c'est le phénomène du fait qu'il y a plus d'éléments d'alliage au joint de grain, ce qui fait que le point de fusion au joint de grain est plus bas. On évite de dépasser la température TE, qui est une température correspondant à mi-chemin entre TS et TL. Donc, c'est la température eutectique. Donc, la température eutectique, c'est la température qui correspond à une composition donnée d'éléments d'alliage pour lequel le point de fusion est le plus bas. Donc, il faut toujours prendre pour acquis, autrement dit, que les joints de grains ont une composition eutectique. Ce qui fait que lorsqu'on fait la mise en solution, il ne faut pas qu'on utilise cette température-là, il faut que ce soit plus bas. Ensuite, deuxième étape, au bout d'un certain temps, lorsque la mise en solution est complète, on retire rapidement la pièce du four et on refroidit la pièce rapidement. Donc, deuxième étape, la trempe. Le refroidissement suffisamment rapide à partir de la température de mise en solution jusqu'à l'ambiante permet d'obtenir une solution solide sursaturée. C'est la trempe. Donc, on n'est plus à l'équilibre parce qu'on est à la température ambiante. Et le diagramme d'équilibre nous montre ici qu'à température ambiante, ben, on est censé avoir un mélange de alpha et de composés intermétalliques.
Mais là, ce diagramme-là, il est à l'équilibre. Effectivement, si on refroidissait la pièce très lentement, autrement dit, au lieu de la tremper dans l'eau, on la retirait du four, puis on la laisserait refroidir tranquillement à l'air, ben, le cuivre aurait le temps de voyager dans le métal et de former des gros précipités. Donc, aller, autrement dit, répondre au diagramme d'équilibre, correspondre au diagramme d'équilibre. Et vu que le refroidissement est très rapide, on empêche les atomes de cuivre d'aller diffuser et d'aller se regrouper pour former les composés intermétalliques. On les maintient en place là où ils étaient lors de la mise en solution. Donc, on ne donne pas la chance aux atomes de cuivre de diffuser, de voyager. On sait qu'on avait vu dans plusieurs semaines au début de la session, quand on parlait du carbone dans l'acier, ce qui permet au carbone d'aller faire de la cémentite, c'est un refroidissement lent. Quand que le refroidissement est lent, à la sortie du four, après la mise en solution, la pièce est chaude longtemps et donc le carbone profite de la chaleur pour diffuser. Bien, ici, c'est exactement le même principe. Si le refroidissement est lent, le cuivre va profiter du fait que le métal est chaud et il va être capable de diffuser dans le métal. Mais si on refroidit rapidement, la pièce est froide rapidement et on enlève la capacité aux atomes de cuivre de diffuser. On les maintient en solution, mais on est en état de sursaturation parce qu'on est loin de l'équilibre. Donc, la vitesse minimale de refroidissement pour obtenir la solution sursaturée est la vitesse critique de 30. Autrement dit, c'est la vitesse de refroidissement minimum qui va nous assurer que tous les atomes de cuivre vont être maintenus dans la matrice métallique et pas faire aucun précipité. Donc, c'est ce qu'on veut avoir après la trempe. Ça permet que les atomes de cuivre ont une proximité minimum entre eux. Donc, c'est à la base, c'est le résultat qu'on veut après la trempe. C'est ce qui éventuellement va nous assurer une résistance mécanique optimum. Ce qu'on n'a pas encore. Tout de suite après la trempe, là, le métal est à son plus mou. Donc, c'est vraiment le contraire avec les aciers. Donc, le durcissement est faible. Le durcissement provient uniquement du fait que j'ai des atomes de cuivre qui participent, qui sont de taille légèrement différente de l'atome d'aluminium, ce qui va rendre le métal un peu plus résistant que s'il était à l'état pur, mais pas beaucoup. Donc, c'est un durcissement par mise en solution solide uniquement et ça ne donne pas de résistance mécanique très importante. Donc, l'aluminium est vraiment à son plus mou à cet état-là. Bien entendu, il n'est pas écroui, le métal. Là, c'est sûr que si on l'écrouissait, il deviendrait plus résistant, mais ici, on n'aborde pas, on considère que le métal n'est pas écroui. Ensuite, troisième étape, ben, on va utiliser le même four, mais pour une température plus basse. On va recourir à ce qu'on appelle au vieillissement. Donc, immédiatement après la trempe, parce que généralement, on le fait le plus tôt possible après la trempe, on va porter le métal à une certaine température, plus basse que les températures requises pour faire la mise en solution. Donc, une température TR, où on observe un durcissement important de l'alliage. C'est le vieillissement. Donc, le durcissement, le niveau de durcissement qu'on atteint évolue avec le temps de séjour dans le four de vieillissement. Donc, tout dépendant du temps de maintien et la température joue un rôle important aussi sur la dureté qu'on atteint au terme du traitement. Donc, les deux paramètres qui sont importants ici sont le temps de maintien au four et la température du traitement de vieillissement. Et pourquoi que ça durcit en retournant la pièce au four à une certaine température? Bien, il s'explique par un phénomène de précipitation du composé intermétallique insoluble, CuAl2, résultant de la décomposition de la solution solide sursaturée au cours du maintien isotherme. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que le cuivre a besoin de températures élevées pour diffuser. À 500 degrés C, le cuivre diffuse très vite et très bien dans la matrice. Mais si on chauffe le métal plutôt à une température d'environ 100, 150, 175 degrés C, on redonne une certaine capacité aux atomes de cuivre de diffuser, mais plus lent, mieux contrôlé. Donc, on va permettre un certain retour vers l'équilibre. Les atomes de cuivre vont pouvoir se déloger de leur position dans le réseau cubique face centré et leur donner de la
possibilité de se regrouper à certains endroits distribués dans la matrice métallique. Et là, ce que je vous donne comme image ici, là, ça va vous paraître un petit peu... je vais éclaircir tout ce que vous voyez présentement. Là, il y a beaucoup d'informations en même temps dans cette diapo. Ce qu'il faut regarder en premier, c'est l'image que vous voyez en haut à gauche. Ce que vous voyez ici, c'est une évolution. Euh, L'évolution des atomes dans la matrice métallique tout au cours du processus de vieillissement. Donc, on va commencer par interpréter ce que vous voyez là, les quatre carrés du haut, là. Donc, ce que vous voyez, c'est tout simplement le réseau cristallin qui est représenté de manière assez simple. Les ronds blancs représentent des atomes d'aluminium qui sont empilés les uns sur les autres. Les lignes représentent les plans d'atomes. Donc, on sait que les atomes sont empilés sur des mêmes plans qui s'empilent, un peu comme les cartes d'un jeu de cartes. Et puis, la présence d'atomes d'éléments d'alliage représentés par des points noirs. Donc, ça pourrait être les atomes de cuivre qui sont ici. Dans l'image, les atomes de cuivre sont plus petits que les atomes d'aluminium, mais en réalité, la différence de taille est très minime, puis je pense que les atomes de cuivre sont plus gros. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est que la différence de taille entre les atomes de cuivre et d'aluminium font en sorte que les plans sont dérangés. Donc, on n'a plus des plans parfaitement linéaires, on a des plans, disons, raboteux qui glissent moins bien entre eux. Donc, le métal est plus dur à cause de ça. Et lorsque vous avez un regroupement d'une certaine quantité d'atomes de cuivre, quand même pas trop important, ça porte un nom, ce regroupement-là. On appelle ça des zones de Guinier-Preston. Donc, c'est pour ça que vous lisez zone GP. C'est zone de Guinier-Preston, du nom des deux métallurgistes qui ont découvert ce phénomène-là dans les années, au début du siècle dernier. Et lorsqu'on laisse encore plus longtemps la pièce au four à une certaine température, l'évolution, ça continue. Il y a de plus en plus d'atomes de cuivre qui s'en viennent participer au regroupement. Donc, vous voyez le résultat dans la deuxième image. Ici, on a des zones, on a un peu ce qu'on appelle des précipités cohérents avec la matrice. Euh, donc, vous voyez ici les atomes qui sont regroupés et qui dérangent encore davantage la matrice. Ça crée un durcissement encore plus important. Donc, vous voyez que le réseau est encore plus dérangé. Les plans ont de plus en plus de difficultés à glisser, donc la résistance mécanique est très importante. Et lorsque ça continue à évoluer davantage, donc là, on a affaire, mettons, à ici, là, ce que vous avez ici, c'est le durcissement maximum, troisième image. Et après ça, ça continue à évoluer. Et là, vous avez un carré là, en losange là, dessiné à travers la matrice. Le carré losange représente des précipités complètement formés qui deviennent ce qu'on appelle incohérents avec la matrice. Et ça, à ça est associé une baisse de résistance mécanique. Pour aider peut-être à mieux comprendre encore, je vais utiliser une animation pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu à venir jusqu'à maintenant. Donc, première étape, mise en solution. Donc, on chauffe l'alliage dans la zone alpha, donc considérant un alliage contenant 4% de cuivre. Donc, ici, θ, ça veut dire CuAl2. Donc, il y a 53% de cuivre dans un CuAl2, c'est ce qu'on a vu, mais ce n'est pas important à savoir pour nous. On chauffe à une certaine température, donc la flèche est associée au chauffage dans la zone qui est ici. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je vous remonte là, je reviens avec ces principes de mise en solution-là à travers une animation, ce qui peut peut-être aider certains d'entre vous. Et ensuite, la flèche indique vers le bas pour nous dire qu'au bout d'un certain temps, on trempe rapidement et on crée un état de sursaturation. Donc, on a procédé à la mise en solution pour éparpiller le plus possible les atomes de cuivre les uns par rapport aux autres. On a une solution solide dite sursaturée. Donc, monophasé alpha, que du cubique centré avec du cuivre qui participe au même réseau cristallin. Voilà.
Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le vieillissement. Voilà, ici, ça pas long. Donc, on va voir ensemble l'évolution des propriétés mécaniques en fonction de la durée de vieillissement. Donc, vous allez avoir ici un graphique qui va montrer deux courbes. La résistance, représentée par la limite élastique, RE.2, limite élastique de l'ingénieur, et le pourcentage d'allongement qui représente la ductilité. Donc, au fur et à mesure que l'échantillon séjourne dans le four, vous avez en axe horizontal le temps en jours. Et oui, en jours. Vous lisez bien 1000 jours ici au bout du graphique. Point un jour, qui représente quelques heures. Une journée complète, 10, 100 jours. C'est une échelle logarithmique que vous voyez ici. Et après le début du vieillissement, les propriétés évoluent, même au bout de quelques minutes, même au bout de quelques heures. Ben, au bout d'une journée, on a vu une évolution quand même assez importante de la résistance. Elle a augmenté par rapport à l'état brut de trempe lors du vieillissement. Et c'est durant cette première étape qu'on voit la formation des amas de Gini-Preston. Donc, c'est pendant cette montée en résistance-là que les atomes vont commencer à se rejoindre à certains endroits, comme on a vu sur l'image précédente sur mon PowerPoint. Et puis, si on laisse le temps avancer encore davantage, là, vous avez remarqué qu'il y a un certain plateau. Il y a comme une pause dans l'évolution au bout d'un certain moment donné qui va durer quand même quelques jours. Et puis, si on est patient, nous allons assister à une reprise de la hausse de la résistance mécanique. Vous voyez ici. Donc ici, c'est dans l'exemple, c'est à peu près à la 9e, 8e, 9e journée. On voit que ça évolue encore. Et là, on a affaire à des précipités intermédiaires cohérents qui apparaissent. Donc, un regroupement d'atomes plus important que les zones de Gini-Preston. Et là, vous voyez qu'à ça est associé un regain en résistance mécanique. Donc là, on a atteint le stade qui permettait la résistance optimum. Si on laisse les choses évoluer, donc à partir de 80-90 jours de maintien en température, ben là, ce qu'on voit, c'est une évolution contraire. On va voir un abaissement de la résistance mécanique parce qu'on a laissé les précipités se former. Donc, si la température demeure élevée très, très, très longtemps, les atomes de cuivre qui sont assez regroupés vont, à un moment donné, être capables de réagir chimiquement avec les atomes d'aluminium et former de gros précipités qui vont être distants les uns des autres, trop gros, et ça, à ça va être associé à une perte de résistance mécanique. Donc, c'est pas, autrement dit, les précipités, on veut pas qu'ils se forment complètement. Oui, j'ai dit tout à l'heure que les CULE, les précipités sont durs, mais dans le fond, c'est pas sur la dureté du précipité que repose le durcissement sur l'aluminium, c'est plus sur la façon dont les atomes insérés dans la matrice vont déranger les plans cristallins. Et ce qui est important, c'est que ces zones d'enrichissement-là d'éléments d'alliage soient les plus près les uns des autres. C'est ça qui donne le durcissement. Donc, ce n'est pas la dureté du précipité qui donne le durcissement aluminium, c'est plus la proximité des zones d'enrichissement qu'on appelle les formations des précipités intermédiaires. Donc, on utilise le mot précipité intermédiaire, mais c'est pas des précipités. Il n'y a pas de réaction chimique encore. C'est des amas d'atomes qui deviennent suffisamment importants et tout en demeurant près les uns des autres, c'est ça qui va assurer le meilleur durcissement. Vous remarquez aussi que, bien entendu, il y a la hausse de résistance mécanique progressive jusqu'à un certain moment donné, et à ça est associé à l'inverse une baisse de la ductilité du métal, et on voit aussi qu'à partir de 100 jours, la ductilité remonte. Donc, c'est le principe des vases communicants, là. Comme pour la trempe des aciers, lorsqu'on durcit un métal, de manière générale, lorsqu'on l'écrouille, euh, donc de manière générale, lorsqu'on durcit un métal, ben, la ductilité baisse aussi. Donc, c'est vrai aussi pour le durcissement structural. Euh, voilà, je pense pas, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à montrer. Oui, il y a une dernière phrase qu'il faut montrer avec ça. Donc, vous voyez, vous avez eu des métallographies, là. Donc, les morceaux noirs que vous voyez à l'écran, ce sont des précipités complètement formés. Donc, voilà. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure,
Le degré de durcissement par précipitation dépend de la cohérence des précipités, c'est-à-dire qu'ils participent. Cohérence, ça veut dire qu'ils vont participer à la même matrice métallique. Et à l'heure, je vais revenir en arrière un petit peu, là, ça s'est terminé un petit peu trop tôt, cette animation-là. Est-ce que je vais être capable de revenir? Oui. Faire réapparaître la dernière phrase qui est apparue dans la partie inférieure, tout en prenant soin de le mettre sur pause. Donc, le degré de durcissement par précipitation dépend de la cohérence des précipités. Autrement dit, il faut que les atomes de cuivre participent au même, continuent à participer à la structure métallique en dérangeant le plus possible les plans de glissement. Ça dépend de leur taille, il ne faut pas qu'ils soient trop gros, et de leur distribution. Donc, autrement dit, la distance moyenne entre précipités et nombre de précipités par unité de volume. On veut que les précipités intermédiaires soient le plus près les uns des autres. C'est comme ça que la matrice métallique va durcir le mieux. Et en même temps, vous voyez ici, ça me permet de vous montrer l'effet de la température sur l'évolution du durcissement, la température du vieillissement. Ce qui est intéressant de voir ici, bon, je ne sais pas si je le montre ici, c'est que vous avez deux courbes qui apparaissent pour l'évolution de la résistance. Donc, on a déjà fait apparaître la courbe bleue, T1. Ben, T1, c'est température du vieillissement. Et si on fait le vieillissement pour une température plus élevée, plus basse, c'est-à-dire, euh, donc plus élevée, on va avoir une évolution plus rapide de la durée, finalement, de la résistance. Là, ici, je remarque qu'il y a quelque chose de pas tout à fait vrai dans l'image, fait que je vais préférer prendre celle du PowerPoint pour expliquer davantage l'effet de la température sur le vieillissement. Donc, si je reviens avec l'image que vous voyez ici, je vais me remettre de faire des liens. Donc, le durcissement maximum, il est atteint là, avec la troisième image. J'ai une petite erreur là, sur mon animation. La flèche n'est pas tout à fait positionnée au bon endroit. Ça, je devrais mettre ça comme ça ici, la montée, et le maximum est atteint ici. Ah, là, c'est plus vrai comme ça. Voilà. OK. Donc, le maximum, vraiment, on l'atteint lorsqu'on a des précipités intermédiaires à la troisième étape. C'est là que les plans sont dérangés de manière importante. Et si on laisse évoluer trop longtemps, ben, on va former des précipités incohérents avec la matrice, donc des morceaux de précipités d'AL2CU vont se former indépendamment. Ils vont remarquer qu'il n'y a pas de plan dans la quatrième image, là, les lignes sont droites. Donc les plans ne sont plus dérangés. Donc à ça est associée une perte de dureté. Voilà. Et les symboles que vous voyez, θ', θ', θ. Θ, c'est le symbole du précipité AL2CU. Et pour le distinguer, on représente, on continue d'utiliser la lettre θ pour représenter la phase L2CU, étant donné que les étapes 2 et 3 ne concernent pas des précipités complètement formés, mais c'est quand même des amas d'atomes, des regroupements d'atomes de cuivre accompagnés par des atomes d'aluminium. On met un bémol, autrement dit un prime et un prime pour distinguer, pour faire en sorte, pour dire que ce n'est pas des précipités incohérents ou complètement formés. Donc ici, on parle des zones de Guinée-Preston, qui est la première étape, parallèle au plan 1,0,0. Cette précipitation est cohérente avec la matrice, c'est-à-dire qu'elle participe au même réseau cristallin. Ici, vous avez la zone qui est encore plus riche. Ici, c'est semi-cohérent, donc durcissement maximum qui est atteint ici de l'alliage, comme on l'a dit tout à l'heure. Et voilà. Je passe rapidement parce que je crois que c'est un petit peu de la répétition là, sur l'image originale qu'on a vue tout à l'heure. Et la précipité, donc, c'est bon par contre de répéter que lorsque les précipités sont complètement formés, c'est associé à un survieillissement qui donne de faibles résistances mécaniques. Donc, survieillissement, c'est le phénomène de la perte de résistance mécanique due à un séjour trop prolongé lors du vieillissement. On appelle ça le survieillissement. Lorsqu'on fait des vieillissements en bas de 75 degrés C, on n'utilisera pas le mot vieillissement, on va plutôt appeler ça le mot maturation. Et la maturation va donner que des zones de Guinée-Preston. Donc, la température n'est pas suffisante pour que les atomes puissent
diffusé de manière assez importante pour donner les trois autres étapes. Durcissement maximum, donc lors de la décomposition, le durcissement passe par un maximum qu'on a vu tout à l'heure, que vous êtes en mesure d'identifier sur la courbe encore ici. Ce maximum correspond donc à une taille, une répartition optimale des zones enrichies en éléments d'alliage. Donc, c'est un peu la même phrase qu'on a vue sur l'animation tout à l'heure à la fin de l'animation. C'est ce qui permet un durcissement maximum. Ici, vous avez une représentation d'une matrice métallique. Vous êtes en mesure de voir les grains qui sont ici, malgré que les grains n'interviennent pas vraiment dans le processus du durcissement structural. Et vous voyez quand même des petites zones rouges qui représenteraient des précipités à l'état initial de l'alliage. Mettons un état coulé, pas coulé ici, mettons recuit, on aurait peut-être ça. Ici, si on a un alliage coulé, dont le refroidissement est très lent dans un moule en sable, les précipités se forment et ont tendance à se former au joint de grain. Vous allez en avoir une certaine quantité au centre des grains, mais c'est beaucoup au joint de grain que les précipités vont se former à l'état coulé. Et si on prend une pièce coulée et on fait une mise en solution avec une trempe, ben, vous voyez que ce qu'on obtient maintenant, c'est une répartition beaucoup plus homogène des précipités. Probablement, les précipités sont beaucoup plus petits, même qu'ils sont minuscules, même que c'est peut-être même pas des précipités. C'est des atomes en solution qui sont finement répartis dans la matrice. Donc, vous voyez là, c'est ce qu'on veut au départ lors d'un traitement de durcissement structural. On veut avoir une dispersion des atomes de l'élément d'alliage, comme les atomes de cuivre. Et forcément, c'est à ce moment-là que les atomes vont être les plus près les uns des autres. Donc, c'est ce qui va nous permettre le durcissement maximum. Tandis qu'à l'état coulé, lorsque les précipités sont très très gros, très loin des uns des autres et regroupés au joint de grain uniquement, on va avoir un faible durcissement, puis même qu'à ce moment-là aussi, en plus, l'aluminium va être porté à être fragile en plus. La déformation plastique est assurée, la résistance est faible lorsque les précipités sont gros et loin les uns des autres. Par comparaison, si on arrive avec la même quantité de précipités à les distribuer de cette façon-là, comme vous voyez à l'écran, c'est là qu'on va atteindre le maximum de durcissement. Déformation plastique plus faible, mais résistance plus élevée. Ce que vous voyez ici, c'est l'influence de la température du vieillissement et du temps sur l'évolution du durcissement. Donc, on voit que plus la température du vieillissement est élevée, ça ici, ça concerne la maturation parce que ça ne dépasse pas 75 degrés C. Bien, on voit que ça prend plus de temps à l'alliage de faire évoluer. La dureté évolue très tranquillement à mesure que la température est basse après la trempe, au niveau des révolutions. Au-delà du maximum, les précipités de phase θ' grossissent ou bien il y a formation de phase θ L2CU incohérente avec la matrice, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est le phénomène du survieillissement que j'ai décrit tantôt. Donc, le vieillissement dont la durée est supérieure à celle qui procure le maximum de durcissement. Donc, on dépasse la résistance. Donc, le métal, l'alliage est maintenu trop longtemps au four. On est dans le survieillissement, ce qu'on évite bien entendu de faire en industrie. Dans le cas opposé, si la pièce n'a pas été suffisamment longtemps au four et que la résistance mécanique, le maximum, on est très loin du maximum, n'est pas encore atteint, on utilise le terme sous-vieillissement. Et c'est ce sur quoi je voulais porter votre attention. C'est une image très importante dans le durcissement structural. Ce que vous voyez ici, c'est trois courbes de vieillissement. Donc, on a vu, bien entendu, tout à l'heure que la résistance mécanique est ici exprimée en dureté Brinell, c'est la dureté. Elle évolue avec le temps de maintien au four lors du vieillissement. Vous l'avez ici en jours, encore une fois comme tout à l'heure, avec une échelle logarithmique. Et vous avez trois températures de vieillissement. Chacune des courbes, vous voyez ici, est fonction de la température de vieillissement. C'est propre à une température de vieillissement donnée. Ce sur quoi je veux porter votre attention, c'est que si, mettons, vous regardez au départ la courbe pointillée, qui correspond à un vieillissement à 190 degrés C, ce qui est très élevé, 190 comme vieillissement.
Ben, vous voyez que la dureté, elle évolue rapidement. Vous voyez la pente, là, entre point un jour et une journée, la pente est forte et ça évolue rapidement. Et surtout que le maximum atteint, dans l'exemple qu'on vous montre ici, c'est qu'après une journée, on a déjà atteint le maximum de dureté, puis dépassé un jour, on rentre déjà dans la phase de survieillissement, donc baisse de dureté. Donc à 190 degrés C, là, les atomes diffusent assez vite et ça évolue très vite. Et même qu'on risque de faire apparaître assez rapidement des précipités incohérents avec la matrice après une journée. Donc à ça est associée une baisse de dureté. Si on baisse la température de vieillissement, mettons autour de 150, ben, vous allez avoir la courbe intermédiaire pour laquelle la courbe du milieu, donc avec une montée moins rapide, donc ça va prendre beaucoup plus de temps, là, ça va prendre à peu près 10 fois plus de temps, même un peu plus que 10 fois plus de temps, peut-être 20 fois plus de temps, parce que si on lit, on est à peu près à 20 jours, on atteint la dureté maximum après 20 jours de vieillissement. Donc c'est beaucoup plus long, mais la dureté atteinte est beaucoup plus élevée. Et si je baisse la température de vieillissement encore davantage, je considère un vieillissement à 100 degrés C, vous allez avoir la courbe qui s'en va le plus loin, autrement dit, pour laquelle l'évolution est la moins rapide, ça évolue très, très tranquillement, et au terme d'un temps relativement très long, on atteint une dureté encore un peu plus élevée. Donc, vous voyez, il y a un compromis à faire entre durée du traitement et dureté atteinte. Donc, en réalité, dans l'industrie, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'aller chercher le maximum de dureté, mais en considérant les coûts. Donc, 1000 jours, là, dans un four, c'est 3 ans, ça. Un peu moins de 3 ans. Imaginez une pièce qui est 3 ans dans un four, qui occupe un four pendant 3 ans. Donc, le prix de la pièce devient très élevé, là, parce qu'il y a des coûts associés à l'utilisation d'un four par une même pièce. Donc, c'est vraiment, bon, on va plutôt tenter d'aller avec des traitements qui correspondent à la cour du milieu. C'est-à-dire d'aller sacrifier quelques brinelles, mais pour un temps beaucoup plus court et pour réduire les coûts. Donc, autrement dit, là, il faut donc aller faire un compromis entre la dureté qu'on est capable d'atteindre. Ça va être beaucoup fonction du contexte, autrement dit, de l'application auquel est destinée la pièce. Dans l'aéronautique, on va faire des traitements plus longs pour aller chercher le maximum de résistance parce que en même temps, les pièces doivent être le moins grosses possible pour des raisons de légèreté, parce qu'on parle d'un avion. Donc, on va essayer de compenser en allant chercher le maximum de dureté de l'alliage. Donc, ça va recourir à des temps de vieillissement plus longs. Si on parle des applications de vélo, c'est un petit peu moins important et que le coût est, on veut quand même être capable de vendre des vélos à des prix raisonnables, ben là, on va sacrifier quelques duretés et puis avoir des pièces pour des temps de séjour et recourir à des temps de séjour plus courts pour diminuer les coûts. Ici, vous avez une image qui montre un petit peu l'évolution de la structure en fonction du cycle du durcissement structural euh, et en même temps sur la conductivité électrique. Je n'ai pas parlé de conductivité électrique dans le durcissement structural, mais c'est quelque chose qui est important parce que, par exemple, euh, les câbles à haute tension là, qui transmettent le courant d'ici à la baie James, ben, c'est de la série 6063 qui sont traités thermiquement. Et ce qui est important de savoir, c'est que les traitements thermiques affectent la conductivité. Donc, tout dépendant du traitement thermique reçu, ben, la conductivité peut baisser. Donc, on le voit ici, là, un durcissement structurel est associé à une perte de conductivité. Donc, c'est un facteur important à considérer lorsqu'on fabrique des conducteurs électriques, notamment les câbles à haute tension, qui doivent être à la fois bons conducteurs et aussi résistants mécaniquement. Et T4, T6, ça, c'est des désignations associées au traitement thermique. On peut faire différentes séquences, mais moi, tout ce que je veux vous retenir, c'est que la différence entre T6 et T4, c'est que T4, on appelle ça un vieillissement naturel. Un vieillissement naturel, généralement, c'est en bas de 125 degrés C.
tandis qu'un vieillissement artificiel, c'est en haut de 125 degrés C. Donc, un T4, ça va nous donner des résistances mécaniques plus élevées parce que, comme on l'a vu, quand le vieillissement se fait à température plus basse, on est capable d'aller atteindre des résistances plus élevées, mais ça prend plus de temps. Et quand on veut avoir la pièce rapidement ou on veut diminuer les coûts, bien, on va faire ce qu'on appelle un T6 en haut de 125, ça peut être 150, 175, mais au détriment d'une certaine résistance mécanique. Donc, sur l'axe horizontal, vous avez justement la résistance mécanique qui est indiquée ici. Donc, vous voyez les avantages de faire un T4. Un T4 donne à la fois une meilleure résistance mécanique et une meilleure conductivité électrique aussi. Donc, quand le vieillissement se fait à température moins élevée, mais que c'est plus long, on obtient une meilleure résistance mécanique et une meilleure conductivité électrique. Et quand c'est survieilli, donc lorsqu'on prolonge le temps au four, ben, on a une baisse de résistance mécanique. Et quand le métal il est recuit, quand on fait un recuit de recristallisation, par exemple, ben, on a une résistance mécanique très très faible, mais par contre, ça donne une meilleure conductivité électrique. Et quand on est en mise en solution, donc on a une résistance mécanique qui est relativement faible aussi. Voilà. Et pour finir, ben, c'est quelque chose d'important à considérer. Ça arrive des fois que les traitements thermiques sur l'aluminium sont ratés. Et des fois, on s'en aperçoit avant l'assemblage. Et des fois, on s'en aperçoit lors d'un accident d'avion, par exemple. Donc, c'est arrivé assez souvent dans l'histoire de l'aéronautique que des avions se sont écrasés à cause de pièces en aluminium qui se sont rompues parce que le traitement thermique a été mal effectué. Quand on parle de traitement thermique mal effectué, ça peut être par exemple que la température de mes solutions était trop faible. Donc, autrement dit, les éléments d'alliage n'étaient pas entièrement dissous dans la matrice. Donc, ce qui fait qu'après, au terme du traitement thermique, bien, la résistance mécanique était plus faible que celle attendue. Donc, on voit ici l'effet de la température de mise en solution pour un alliage, par exemple, l'aluminium 6061 T6. Donc, vous voyez que normalement, la température de mise en solution pour cet alliage-là, c'est autour de 525 degrés C. Donc, 527, c'est la température idéale. Donc, c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir des résistances mécaniques suffisantes. Par contre, si on baisse la température de mise en solution, 516, 48, 504, 45, vous voyez qu'on a quand même une baisse importante. Là, on passe de 50,5 KSI en résistance en traction à un peu moins de 44 KSI lorsque la température de mise en solution est d'environ une trentaine de degrés plus bas que supposé. Donc, ça a de grands impacts. L'autre impact sur la résistance, c'est la température du milieu de trempe. Donc, en industrie, là, mettons, si on utilise un bassin d'eau pour tremper un très grand nombre de pièces dans une journée, bien, il faut penser que l'eau, elle se réchauffe, elle absorbe l'énergie du métal. Donc, si on ne pense pas à maintenir la température de l'eau d'une trempe à l'autre durant une journée, bien, on risque de tremper dans des eaux trop chaudes. Et vous voyez justement l'effet de la température ou du milieu de trempe aussi, parce qu'on a l'alcool qui a un pouvoir d'extraction de chaleur moins élevé que l'eau. Mais mettons de l'eau bouillante par rapport à l'eau froide, bien, regardez l'impact que ça a sur la limite élastique, quand même assez important. Donc, ça peut entraîner quelques pertes de KSI, puis entraîner des conséquences non désirables. Voilà, ça complète pour la capsule. Et maintenant, on va être prêt pour le dernier laboratoire. À la prochaine capsule.